Mon collègue Harrison Berger vient de mettre en ligne une vidéo avec deux universitaires ukrainiens très importants. Vous trouverez la vidéo complète sur sa chaîne. Le lien sera dans la description. Voici les 35 premières minutes. Cela vaut vraiment la peine d'être regardé. Tout comme la promesse de campagne de Trump de mettre fin au génocide à Gaza, sa promesse de mettre fin à notre implication dans la guerre par procuration en Ukraine n'a pas non plus été tenue. Bien que les États-Unis continuent de soutenir cette guerre par procuration, les Ukrainiens, eux, de plus en plus, ne la soutiennent pas. Les récentes manifestations qui ont eu lieu à travers l'Ukraine en sont la preuve. Je m'entretiens avec deux chercheurs ukrainiens, Ivan Kachanovski et Marta Avrishko. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Je vous en suis très reconnaissant. Oui, de rien. Une vague de protestations a éclaté mardi dans toute l'Ukraine, après que le président Zelensky a signé une loi supprimant l'indépendance du Bureau national de lutte contre la corruption, également connu sous le nom de NABU, ainsi que celle du Bureau du procureur anticorruption. Or, ce pays était considéré avant la guerre comme l'un des plus corrompus d'Europe. C'est ce qu'a rapporté The Guardian. Et désormais, l'Ukraine va placer toutes ses enquêtes anticorruption sous le contrôle direct du procureur général. Il s'agit d'une personne nommée par le président Zelensky, à qui elle est loyale. Et le NABU, qui avait été créé à l'origine avec l'aide des États-Unis, affirme que l'infrastructure anticorruption en Ukraine a été pratiquement détruite. Quel est le contexte de cette décision qui entrave les enquêtes anticorruption en Ukraine? Et qu'est-ce qui explique réellement les manifestations massives auxquelles nous assistons en réaction? Pourquoi cela se produit-il maintenant? Je pense que c'est simplement la dernière manœuvre de Zelensky pour tenter de consolider son régime antidémocratique en Ukraine et d'éliminer toute trace de contestation potentielle à son encontre, sous la forme du Bureau national de lutte contre la corruption, qui a été organisé par les États-Unis et reste encore sous leur influence. Il a en gros supprimé la Cour constitutionnelle d'Ukraine. Il a bloqué et interdit des journalistes et blogueurs ukrainiens, des blogueurs ukrainiens très populaires qui le critiquaient. Il a désormais interdit 12 partis d'opposition. Il a lancé des enquêtes pour trahison d'État contre des adversaires potentiels à la présidence. Il cherche donc essentiellement à consolider son pouvoir antidémocratique et à instaurer une dictature à part entière en Ukraine. Et maintenant, il s'est opposé à une agence influencée et soutenue par les États-Unis, ce qui illustre encore une fois que l'Ukraine n'est pas vraiment un État indépendant. Il n'y a pas de souveraineté. Comme je l'ai déjà mentionné, l'Ukraine est essentiellement un État client des États-Unis. Et cette agence, qui est assez unique dans le monde, a été créée par l'administration américaine pour exercer un contrôle et une influence sur les politiciens et le gouvernement ukrainien, en utilisant la corruption comme prétexte, car la politique ukrainienne est très corrompue et le gouvernement ukrainien l'est aussi. Je dis toujours que le meilleur business en Ukraine, c'est d'être en politique ou au gouvernement. C'est pour cette raison qu'il y a une telle réaction de rejet en Occident qui s'est manifestée pour la première fois pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec une opposition et des critiques aussi ouvertes à l'égard de Zelensky de la part de hauts responsables de l'UNRWA, mais aussi du sénateur américain Graham, allié de Donald Trump, ainsi que des principaux médias occidentaux comme The Economist, The Wall Street Journal, la BBC, The Guardian, et de nombreux autres médias qui présentaient Zelensky comme un héros de l'Ukraine, un nouveau Churchill, un grand démocrate. Aujourd'hui, ils l'accusent en gros de faire tout le contraire. Ce qui s'est passé en Ukraine est donc très révélateur. Et les manifestations de masse qui ont eu lieu en Ukraine ne me semblent pas particulièrement importantes.
in Ukraine is not, I think, a very large one. So this is not. Donc cela ne se situe pas à une échelle qui pourrait réellement permettre de destituer Zelensky. Mais je pense que c'est très significatif du simple fait que cela ait eu lieu, car auparavant, il n'y avait aucune possibilité pour les gens d'exprimer une quelconque opposition sous la forme d'une manifestation de masse, puisque désormais elles sont considérées comme illégales. Toute manifestation peut être considérée comme illégale en période de loi martiale. Et c'est un autre moyen pour Zelensky de limiter et d'éliminer toute contestation possible à son encontre. Donc dans ce cas, le simple fait que de telles manifestations aient eu lieu est très significatif. C'est un signe qu'il n'est pas aussi populaire et soutenu par les Ukrainiens que les médias, et lui-même ont essayé de le présenter pour montrer qu'il bénéficie du soutien des Ukrainiens, etc. Je pense donc que c'est un moment très important en ce moment. La dernière fois que nous avons parlé, des sondages venaient d'être publiés montrant que plus de 50% des Ukrainiens souhaitaient une fin à la guerre. C'était en novembre 2024. Des estimations plus récentes indiquent que le nombre d'Ukrainiens qui veulent une issue négociée au conflit est encore plus élevé. Nous en sommes maintenant à plus de 3 ans de cette guerre par procuration. Selon vous, quelle est aujourd'hui la position de la majorité des Ukrainiens concernant la fin de ce conflit? Encore une fois, puisque je mène également des recherches professionnelles sur les sondages d'opinion publique depuis très longtemps, j'ai commandé de tels sondages en Ukraine. Je pense qu'il est aujourd'hui très difficile de prendre les résultats des sondages d'opinion publique au pied de la lettre, surtout sur des questions aussi importantes et politiquement sensibles que la paix et la guerre en Ukraine. Je crois qu'un grand nombre de sondages d'opinion publique sous-estiment en réalité le soutien à une issue pacifique de cette guerre, à une résolution pacifique de ce conflit armé en Ukraine, car il n'était même pas possible, récemment encore, de s'exprimer publiquement en Ukraine en faveur de la paix. On considérait que c'était un État, alors que ce n'en est pas un. Et rien que l'année dernière, des blogueurs ukrainiens très populaires, des blogueurs qui n'étaient pas impliqués dans la politique, qui faisaient des blogs de mode ou sur les réseaux sociaux, simplement des blogs non politiques, ont commencé à soutenir une résolution pacifique de ce conflit, et ils ont reçu la visite du service de sécurité d'Ukraine. L'une de ces blogueuses a dû présenter des excuses publiques pour avoir appelé à la paix en Ukraine et a déclaré qu'elle soutenait désormais la guerre en Ukraine jusqu'à la victoire. Une autre blogueuse a dû fuir l'Ukraine et partir en Espagne. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. De nombreuses personnes qui soutiennent réellement la paix en Ukraine ne peuvent pas le faire ouvertement car elles craignent des persécutions. Mais je pense que beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas non plus exprimer leur soutien à une résolution pacifique de cette guerre, car elles ne disposent que d'informations basées sur la propagande gouvernementale et la télévision d'État, qui est contrôlée par Zelensky. Il n'autorise aucune opposition à lui ou à ses politiques, y compris sa décision de poursuivre cette guerre sans aucune perspective de victoire. Il a même bloqué des chaînes YouTube en Occident, gérées par des blogueurs qui s'y sont installés parce qu'ils étaient critiques à son égard. Donc dans ce cas, je pense que beaucoup de gens n'ont tout simplement pas assez d'informations pour exprimer leur opinion, et beaucoup d'entre eux ont peur de le faire. Je pense donc qu'il y a un soutien bien plus important à une résolution pacifique de ce conflit et à la fin immédiate de la guerre. Mattersport ce qu'il était auparavant. Parce qu'il est désormais très clair que l'Ukraine n'est pas en mesure de vaincre la Russie. Et je l'ai dit dès le début, la meilleure façon pour l'Ukraine de mettre fin à cette guerre était de parvenir à une résolution pacifique, un accord de paix, qui mettrait fin à ce conflit et serait une bien meilleure option pour l'Ukraine
que de poursuivre cette guerre. Mais pour Zelensky, la guerre est un moyen de rester au pouvoir. Et pour cette raison, il essaie de prolonger cette guerre en cherchant désormais le soutien de Trump et en tentant d'obtenir de nouvelles armes, etc. Pourtant, cela ne changerait pas l'issue de la guerre, mais ne ferait que la prolonger, avec plus de victimes, plus de dévastation, et en réalité, une perte de territoire encore plus grande pour l'Ukraine. Parce qu'il reste si peu de personnes en Ukraine qui souhaitent réellement se battre dans cette guerre, le gouvernement Zelensky a employé des tactiques vraiment brutales et violentes pour contraindre les Ukrainiens au service militaire. Ils ont envoyé des équipes que le New York Times a qualifiées en décembre 2023 de « chasseurs d'hommes », des personnes qui enlèvent des Ukrainiens dans la rue pour les envoyer ensuite sur le front. Et on nous dit que cette guerre vise à défendre la démocratie ukrainienne. Mais en réalité, nous avons en grande partie contribué à détruire cette démocratie en encourageant le gouvernement Zelensky à adopter toutes ces méthodes autoritaires au service des objectifs de guerre de l'OTAN, comme la mobilisation. Des responsables américains ont même demandé à Zelensky d'abaisser l'âge de la conscription de 25 à 18 ans, tandis que des personnes comme Jake Sullivan exigeaient que l'Ukraine, je cite, « consolide ses lignes de front ». Alors, comment ce régime de conscription tyrannique s'est-il intensifié en Ukraine et quel rôle les États-Unis et l'OTAN ont-ils joué dans cette escalade? Oui, je pense que c'est vraiment sans précédent de voir une mobilisation aussi forcée se dérouler en Ukraine. Il existe des milliers de vidéos montrant cette mobilisation, où des hommes sont attrapés dans la rue, pratiquement de force. Ils sont souvent battus, mis dans des bus, puis envoyés sur la ligne de front, sans aucune considération pour leur état de santé, sans aucune formation adéquate. Beaucoup d'entre eux sont soit tués, blessés ou désertent en réalité. Il y a maintenant un très grand nombre de désertions parmi les forces ukrainiennes sur la ligne de front après avoir été recrutés de force. Selon les données officielles du gouvernement ukrainien, environ 20 000 membres des forces armées ukrainiennes désertent, c'est-à-dire abandonnent essentiellement leurs unités, chaque mois, ce qui est très significatif. Cela a un effet très négatif sur la ligne de front et sur les combats contre la Russie. C'était assez prévisible, car on ne peut pas simplement forcer des gens à se battre contre leur volonté, surtout dans une guerre où il n'y a aucune réelle possibilité pour l'Ukraine de gagner. Pour cette raison, Zelensky et son gouvernement s'appuient sur des tactiques illégales, brutales, anticonstitutionnelles et en somme criminelles pour forcer les Ukrainiens à rejoindre l'armée et à combattre la Russie. Même cela est fait contre leur volonté. Et cela, je pense, est pour moi très difficile à regarder, car il y a aussi une abondance de telles vidéos que j'analyse également dans mon livre qui sera publié très prochainement sur la guerre russo-ukrainienne et ses origines. Je publie aussi certaines de ces vidéos sur Facebook et sur Twitter ou X. De telles vidéos apparaissent quotidiennement. Ce n'est qu'une tactique de Zelensky pour poursuivre cette guerre en utilisant les Ukrainiens et en essayant de les forcer à combattre dans cette guerre impossible à gagner. Car en réalité, les Ukrainiens ordinaires, les hommes ukrainiens, la plupart d'entre eux ne veulent plus se battre dans cette guerre. Et Zelensky a fait cela en toute impunité. Il n'a reçu aucune critique. Même les médias occidentaux n'ont publié que quelques articles à propos de cette tactique, et il n'y a eu aucune critique de la part des gouvernements ou des décideurs occidentaux. En fait, comme vous l'avez mentionné, ils l'ont même encouragé à prolonger et à élargir l'âge de la mobilisation à la génération la plus jeune, jusqu'à 18 ans, de 18 à 25 ans. Zelensky a résisté à cela parce que cela serait très impopulaire, donc il a essayé de s'y opposer.
À la place, il a proposé une nouvelle mobilisation volontaire, une conscription volontaire. Il a offert beaucoup d'argent aux personnes de cette tranche d'âge pour rejoindre les forces ukrainiennes en échange d'une récompense monétaire très importante. Mais seulement environ 500 jeunes hommes de ce groupe d'âge ont rejoint les forces militaires ukrainiennes, ce qui est une autre indication que cette guerre n'est pas populaire, même parmi les Ukrainiens. En particulier, les hommes ukrainiens, et surtout les Ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine, qui est ma région natale. Cette région est traditionnellement très anti-russe, mais malgré cela, les habitants de l'ouest de l'Ukraine ne veulent pas non plus se battre dans cette guerre, car ils réalisent qu'il s'agit d'une guerre impossible à gagner, qu'on ne peut pas les forcer à la mener. Mais les gouvernements occidentaux utilisent l'Ukraine comme un proxy pour combattre la Russie, pour affaiblir la Russie. Et c'est un autre point qui est désormais très clair. Lorsque j'ai d'abord évoqué qu'il s'agissait d'une guerre par procuration, au début du conflit, cela a été essentiellement rejeté. Même un rédacteur de The Economist a affirmé que ce n'était pas le cas, et ainsi de suite. Lorsque j'ai mentionné cela sur Twitter, cela a été considéré comme faux, etc. Ils ont rejeté cette idée, mais aujourd'hui, même le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Marco Rubio, ont reconnu qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Boris Johnson, qui a d'ailleurs été l'une des personnes ayant bloqué un accord de paix à Istanbul, qui aurait pu mettre fin à cette guerre au printemps 2022, a également déclaré qu'il s'agit d'une guerre par procuration, dans laquelle les forces ukrainiennes sont utilisées par l'Occident, encore une fois, comme intermédiaires. Le département d'État de Marco Rubio a fait de la lutte contre ce qu'il appelle l'antisémitisme l'une de ses politiques phares. Il existe toutes sortes de nouvelles procédures de vérification pour les demandeurs de visa, fondées sur le fait que les candidats à l'entrée critiquent ou non le gouvernement étranger d'Israël. Les étudiants universitaires qui rédigent des tribunes critiques envers ce gouvernement étranger et ses actions sont qualifiés d'antisémites par le département d'État et, dans certains cas, expulsés. Des sanctions officielles sont imposées à des institutions internationales comme la CPI, sous prétexte qu'elles viseraient Israël par antisémitisme. Mais en réalité, aucun de ces cas n'est un véritable cas d'antisémitisme. Il s'agit uniquement de critiques envers Israël. Pourtant, le département d'État agit avec une grande vigilance contre eux. Je voudrais simplement comparer cela à la façon dont le département d'État gère actuellement un cas d'antisémitisme réel et de véritables nazis, à savoir le bataillon Azov en Ukraine. Il est évident que le département d'État ne se soucie pas vraiment de l'antisémitisme. Ce n'est qu'un prétexte pour atteindre leur objectif de censurer les critiques d'Israël. Sous Joe Biden, nous avons levé les restrictions sur la vente d'armes au bataillon Azov, dont de nombreux membres sont de véritables néo-nazis qui croient en la suprématie blanche et portent des insignes nazis au combat. Plutôt que de combattre cet antisémitisme, le département d'État l'a financé avec des millions de dollars d'armes. Quelle est l'ampleur de la présence de ces groupes néo-nazis actuellement dans la guerre par procuration en Ukraine? Ces groupes néo-nazis que le département d'État de Marco Rubio continue de soutenir. Je pense que les néo-nazis sont désormais très puissants en Ukraine et d'après mes recherches, ils sont les néo-nazis les plus puissants au monde. Même si la Russie affirme à tort que l'Ukraine est un État nazi, donc en gros la Russie a exagéré le pouvoir des néo-nazis, les gouvernements occidentaux et les médias occidentaux ont totalement nié l'influence des néo-nazis comme le mouvement Azov. Ils affirment qu'Azov s'est dépolitisé, déradicalisé, etc. Alors que ce n'est pas le cas. En réalité, ils ne sont plus seulement un bataillon qui avait été initialement créé par Azov, un mouvement ou une organisation patriotique néo-nazie. Ils sont désormais devenus une brigade et ils
se sont maintenant étendus en un corps. C'est presque une armée désormais. Ils ont donc un pouvoir et une influence bien plus grands en Ukraine par rapport à ce qu'ils avaient initialement après le Maïdan, où ils ont joué un rôle très important grâce à leur recours à la violence, leur influence et leur participation au renversement violent du gouvernement Yanukovych en 2014, par le biais du massacre de Maïdan, qui a touché à la fois la police et les militants du Maïdan. Ils ont ainsi accru leur pouvoir, et ils l'ont fait grâce à leur recours à la violence, à la force. C'est pour cela qu'ils sont si puissants. Ils n'ont aucune représentation significative dans la politique ukrainienne. Ils ne sont pas membres du gouvernement Zelensky actuellement. Ils ne sont pas membres du Parlement ukrainien en ce moment, mais ils ont la possibilité et le pouvoir d'influencer les décisions de Zelensky. L'une des décisions les plus importantes que Zelensky a prises a été, après avoir rejeté sa propre promesse électorale de rechercher une résolution pacifique de la guerre dans le Donbass, qui a commencé en 2014. Il a été élu sur cette promesse en 2019, mais peu de temps après, il l'a essentiellement abandonnée, en particulier à cause de la menace d'être pris pour cible par l'extrême droite, en particulier par le mouvement néo-nazi Azov. Je voudrais commencer en parlant de la censure dont vous êtes victime. Vous avez été très critique envers cette guerre depuis le début, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle très influent de ces groupes néo-nazis dans l'effort de guerre par procuration. En conséquence, il y a eu un effort massif pour vous réduire au silence. Vous recevez des menaces de la part de l'extrême droite néo-nazie en Ukraine, ainsi que l'abandon récent de votre propre université. Une lettre ouverte a été signée par de nombreux universitaires de renom, tant de gauche que de droite, pour vous défendre, et nous mettrons le lien dans la description de cette vidéo. Mais pouvez-vous nous parler un peu de vos recherches et expliquer pourquoi elles sont ainsi ciblées? Merci beaucoup pour cette question. Elle est également très importante car elle est désormais devenue une question de survie pour moi, de ma sécurité et de celle de mon enfant. Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine en février 2022, je me suis en fait imposé une autocensure. J'essayais d'éviter toute critique envers l'Ukraine, car comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'Ukrainiens, j'ai été profondément choquée par cette invasion. J'ai commencé à me concentrer sur l'explication à un public occidental de certaines des raisons derrière cette guerre. Par exemple, le rôle de l'impérialisme russe et les relations très complexes entre l'Ukraine et la Russie. De plus, je suis spécialiste des questions de genre et j'ai commencé à étudier les violences sexuelles perpétrées par l'armée russe en Ukraine, en particulier dans la région de Kiev, Irpin, Boutcha, et j'ai écouté les témoignages de nombreux survivants. Je continue encore à mener des recherches sur ce sujet. Ainsi, pendant plus d'1 an et demi, après l'invasion russe à grande échelle, j'ai commencé à me censurer et à éviter toute critique envers le gouvernement Zelensky et le pouvoir de Zelensky. Mais j'ai ensuite remarqué que cela était contre-productif, car Zelensky consolide son pouvoir et s'appuie fortement sur les néo-nazis en Ukraine, ainsi que sur différents groupes d'extrême droite. En fait, le tournant a été le Hunkagate. Peut-être que nos auditeurs et téléspectateurs en ont entendu parler. Il s'agit du vétéran de la division Waffen-SS Galicia qui a été salué et a reçu une ovation debout au Parlement canadien en septembre 2023. Et Zelensky était présent. Zelensky l'a salué parce qu'on lui avait dit que cet homme était un combattant pour l'indépendance de l'Ukraine et un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et qu'il devait être reconnu. Donc en gros, on a établi un lien entre son combat pour la liberté de l'Ukraine et le combat actuel contre l'agression russe.
Mais il s'est avéré par la suite que cet homme était en réalité un collaborateur nazi. Nous connaissons ce scandale politique très médiatisé au Canada et de nombreuses personnes en ont payé le prix fort en termes de coûts politiques et de réputation. Mais ce que j'ai observé en Ukraine au même moment, dans l'un des plus grands musées d'Ukraine à Kiev, le musée de Kiev, c'est qu'une de ces brigades, la 3e brigade d'assaut, a organisé une exposition photo présentant la division Waffen-SS Galicie comme des héros nationaux. J'ai été tellement choquée par cela, car c'était un événement d'envergure et de nombreux politiciens étaient présents. Cette exposition a été inaugurée par le vice-ministre de la Culture. De nombreux journalistes étaient là, ainsi que de nombreux historiens, et personne n'a relevé cette représentation très problématique de la division Galicie. Les membres de cette brigade d'assaut se sont essentiellement présentés comme des membres en reconstituant ces 3 combattants. Donc en fait, ce n'est ni Skabiva, ni Poutine, mais eux-mêmes qui se sont comparés à des collaborateurs nazis. Et lorsque j'ai publié un tout petit message très court sur mon Facebook avec une seule question, « Que faites-vous, les gars ?» Vous facilitez en fait la propagande russe, la propagande de guerre russe, la propagande du Kremlin sur les nazis en Ukraine. Est-ce que c'est acceptable? Et ensuite, j'ai été confrontée à une énorme vague de haine. C'était la période où ces groupes d'extrême droite, de différents bords, ont commencé à me menacer, moi et mon enfant. Dans les médias d'État, dans les médias contrôlés par l'État, ils ont organisé une série de différents articles de diffamation à mon sujet. Sur les réseaux sociaux, ils ont publié plusieurs messages. Donc, en gros, ils ont commencé à me menacer. C'est ainsi que c'est devenu un peu un scandale. Et je croyais vraiment que cela empêcherait le gouvernement ukrainien de soutenir cette exposition. Mais il s'est avéré que le gouvernement ukrainien a en fait imprimé cette exposition et l'a apportée en Lituanie. Et cette même exposition a été soutenue par l'ambassade d'Ukraine et présentée par des représentants de l'ambassade d'Ukraine. Donc, en gros, au plus haut niveau de l'État, ils ont continué à promouvoir la division Galicie de la Waffen-SS. Tidigare collaborator nazi. Ne studiato publicare un artikel in giorno e karma, che artikelare disponible tout le monde peut le lire. J'ai donc demandé, est-il acceptable, en gros, que l'Ukraine, qui se considère comme un État démocratique, à l'avant-garde de la lutte contre les tendances autoritaires, en tant que pays ayant beaucoup souffert de la Shoah, au moins 8 millions de personnes sont mortes, dont 1,5 million de Juifs tués pendant la Shoah et la Seconde Guerre mondiale par les nazis et leurs collaborateurs. Et j'ai posé une question très simple. Vers où allons-nous? Parce que la politique de la mémoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent, et surtout le présent. Parce que nous, en tant qu'État, en tant que citoyens, affirmons nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est pourquoi, en tant que spécialiste de la Shoah, éducateur sur la Shoah et sur l'antisémitisme et le racisme, je suis très préoccupée par tous ces développements en Ukraine et je m'exprime très ouvertement à ce sujet. Je dénonce la présence de néo-nazis dans l'armée ukrainienne. Je ne suis pas satisfait qu'aujourd'hui, dans l'armée ukrainienne, dans les forces armées ukrainiennes, il existe une unité Nachtigal. Et dans la tradition militaire ukrainienne, il n'y a qu'une seule unité Nachtigal. Elle a été organisée par l'Abwehr par les nazis en 1941 et elle a participé à Barbarossa, elle a exécuté le plan Barbarossa, attaquant essentiellement l'Union soviétique, puis elle a perpétré des pogroms anti-juifs sur le territoire ukrainien. Je suis donc très mécontent de tous ces développements. Je ne comprends pas qui a eu cette brillante idée de créer une unité au sein des forces armées ukrainiennes et de la nommer d'après des collaborateurs nazis. Je ne suis pas non plus très heureux de l'utilisation de
Waffen, Waffen étant l'insigne de la division de Leningrad dans l'une des brigades Azov. Je ne suis pas satisfait que les éclairs SS et la devise SS soient utilisés par l'unité médiatique des forces armées ukrainiennes. Je ne suis pas content que le corps des volontaires allemands soit composé de néo-nazis déclarés, aujourd'hui intégrés dans les forces armées ukrainiennes, en particulier dans... Et je suis très transparent à propos de tous ces développements, de toute cette utilisation de symboles nazis, l'aigle nazi, par exemple. Je ne suis pas satisfait de la collaboration officielle entre la marque de vêtements Svaston dans les langues slaves, en Ukraine, en Russie, en Biélorussie. Dans les langues slaves, Svaston signifie essentiellement swastika. Ils produisent énormément d'articles nazis et racistes, et ils coopèrent officiellement avec le renseignement militaire ukrainien. J'ai donc commencé à m'inquiéter de tous ces développements et à m'exprimer très ouvertement à ce sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai commencé à recevoir des menaces de mort et de viol de la part de différents groupes néo-nazis, mais j'ai été choquée par un autre développement. Beaucoup de mes collègues qui restent en Ukraine, en particulier des collègues masculins, ont commencé à faciliter ces attaques. Ils ont commencé à minimiser ces menaces, ils ont commencé à minimiser les néo-nazis. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains d'entre eux sont des spécialistes de la Shoah. Ils étudient la violence interethnique en Ukraine et sollicitent des financements occidentaux pour mener leurs recherches et organiser leurs activités académiques. Ils font donc preuve d'une grande incohérence à ce sujet. D'un côté, ils demandent des subventions occidentales en s'appuyant sur l'éthique du « plus jamais ça » qui prévaut dans le monde académique occidental et sur le consensus plus large de la société occidentale concernant les nazis. Mais en même temps, ils minimisent la présence de néo-nazis en Ukraine et en fait minimisent les menaces que j'ai reçues de leur part. Et cela m'inquiète beaucoup. C'est pourquoi je crois vraiment que tous ceux qui défendent la liberté d'expression et la liberté académique, cette lettre ouverte, ne concerne pas seulement ma personne. Elle concerne de nombreux collègues qui aujourd'hui sont persécutés par le service de sécurité d'Ukraine. Ils subissent des pressions. Certains d'entre eux sont licenciés pour diverses raisons. Par exemple, l'une de nos collègues à l'Université nationale de Tcherkassy, nommée d'après Bohdan Khmelnytsky, a été licenciée parce que sa fille avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux critiquant la répression contre l'Église orthodoxe ukrainienne sous le patriarcat de Moscou. Et elle a été licenciée et il y a eu un silence total dans les médias occidentaux. Personne ne s'en est soucié. Il n'y a pratiquement aucune liberté académique en Ukraine. Tant de personnes subissent des pressions. Vous savez, ils publient un commentaire critique sur la politique récente en Ukraine et le lendemain, les services de sécurité leur rendent visite. Et personne ne s'en soucie, vous savez. Beaucoup de gens justifient cela en disant que c'est à cause de l'État, à cause de cette guerre existentielle et de tous ces développements. Mais la guerre, en fait, cette guerre, et beaucoup de gens le disent, porte sur des valeurs. Elle concerne l'avenir de l'Ukraine. Et si vous souhaitez un véritable avenir démocratique pour l'Ukraine, vous devez vous battre pour cette démocratie. Car la liberté d'expression, la liberté de parole est une pierre angulaire d'une société démocratique. Vous ne pouvez pas condamner des gens, vous ne pouvez pas faire taire les critiques légitimes concernant ces développements très préoccupants dans la société ukrainienne. Et un dernier point, ceux qui minimisent les menaces de l'extrême droite en Ukraine devraient garder à l'esprit que Irina Farion, une professeure ukrainienne, elle-même issue de l'extrême droite, en fait, était très critique à l'égard de l'utilisation de la langue russe par le mouvement Azov. Elle était très critique sur tout cela et elle a eu un conflit ouvert avec la brigade Azov. Elle a été licenciée illégalement de son université, mais elle a ensuite gagné en justice et a été réintégrée.
Et après un certain temps, elle a simplement été tuée par un homme impliqué dans le secteur droit qui avait été formé par et avait participé à ces activités militaires ou semi-militaires du secteur droit et qui est lui-même d'extrême droite. De nos jours, en Ukraine, nous assistons à de nombreux incidents de violence politique et de terrorisme politique où des personnes sont tuées et beaucoup de ceux qui les attaquent sont membres d'unités d'extrême droite ayant une certaine expérience du combat. Donc, en gros, les mêmes personnes qui m'ont menacé ont commis tant de crimes, des crimes politiques et des assassinats en Ukraine. Alors, quand tout le monde minimise ce que j'ai vécu, il devrait en apprendre davantage sur l'Ukraine et sur le terrorisme politique et la violence politique qui s'y déroule actuellement. Et comme vous l'avez dit, la propagande autour du bataillon Azov par les médias occidentaux et, vous savez, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN est tout simplement orwellienne. Tout a vraiment changé du jour au lendemain, en février 2022. Avant la guerre, les médias occidentaux et les grands groupes de presse n'hésitaient pas à critiquer la présence très inquiétante de néo-nazis en Ukraine. La BBC et d'autres médias occidentaux la dénonçaient fréquemment. Ils ont même impliqué des groupes comme le secteur droit et des membres de Svoboda dans les massacres de Maïdan, qui ont véritablement déclenché toute cette crise ukrainienne. Mais soudainement, il n'était plus permis de dire cela. Et si vous le faisiez au début de la guerre en Ukraine, on vous traitait d'apologiste de la Russie ou d'adorateur de Poutine. Pour souligner à quel point tout cela est important, vous avez publié l'autre jour que l'Institut ukrainien de la mémoire nationale est dirigé par ce vétéran d'Azov, Alexander Alfiorov. Qui a récemment honoré un véritable nazi de la division SS Galicie. Et vous savez, je dirais que le soutien des États-Unis à Azov a été assez constant. Nous avons en fait levé les restrictions sur l'envoi d'armes à ce groupe sous Joe Biden en juin 2023, ou 2024, si je me souviens bien. Donc nous sommes au courant de cette présence depuis un certain temps. Et plus encore, lorsque les États-Unis sont intervenus en 2014, lorsque Victoria Nuland a passé tous ses appels pour nommer personnellement le prochain Premier ministre de l'Ukraine. Je ne pense pas que Klitsch devrait entrer au gouvernement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En ce qui concerne le fait qu'il n'entre pas dans le gouvernement, il vaut mieux le laisser en dehors et le laisser faire ses devoirs politiques et tout ça. Je pense simplement, pour ce qui est de faire avancer le processus, que nous voulons maintenir les démocrates modérés unis. Le problème, ce sera Tyahnybok et ses gars. Et vous savez, je suis sûr que c'est en partie ce que Yanukovych prend en compte dans tout cela. Je pense que Yats est le type qui a l'expérience économique, l'expérience du gouvernement. C'est lui le gars. Tu sais, ce dont il a besoin, c'est de Klitsch et Tyahnybok à l'extérieur. Il doit leur parler 4 fois par semaine, tu vois. Je pense juste que si Klitsch y va. L'une des personnes présentes dans ce groupe était Oleh Tyahnybok et le parti Svoboda, qui était ouvertement fasciste et antisémite. Nous ne nous sommes donc jamais vraiment souciés de la présence néo-nazie en Ukraine, historiquement. En fait, on pourrait même dire que nous l'avons soutenue. J'aimerais donc vous demander, comment les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont-ils facilité cette intégration de ces éléments nazis au sein du gouvernement ukrainien, que l'on observe aujourd'hui de manière aussi flagrante? Tout d'abord, je dois dire que, en tant qu'historien, je vois de nombreux parallèles avec la guerre froide, car cela a commencé juste après le début de la guerre froide, lorsque la CIA américaine, dès sa création en 1947, et le MI6
ont formé des nazis ukrainiens, ces membres du mouvement national souterrain ukrainien, qui étaient des collaborateurs nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont participé à l'Holocauste, aux crimes nazis et aux crimes contre l'humanité. Et pour ceux qui sont très sceptiques à ce sujet et n'en savent rien, je recommande de consulter le site web de la CIA, car tous ces documents sont entièrement accessibles. Et en fait, c'est très intéressant parce que beaucoup de ces personnes, comme Bandera, Lebed, Yaroslav Lysko, qui sont des figures très en vue de la résistance nationaliste ukrainienne et qui sont célébrés comme des héros nationaux, les plus grands héros nationaux de l'Ukraine, sont décrites dans ces documents comme des tueurs et des nazis, comme des salauds, mais nos salauds. Cela signifie que, oui, nous sommes pleinement conscients de leur passé, de leurs opinions racistes, de leur antisémitisme, mais cela nous est égal, parce qu'ils sont désormais très utiles pour notre guerre contre l'URSS. Et ils les ont utilisés, ils ont financé la maison d'édition Prologue à New York. C'était en fait une cellule de la CIA, ils leur ont donné des documents. Ils les ont protégés contre la persécution, contre les accusations de collaboration avec les nazis. Ils disposaient de documents spéciaux pour circuler librement en dehors de l'ONU. Donc en fait, cette histoire n'est pas nouvelle. Et nous savons que pendant la guerre froide, les pays occidentaux, en particulier la CIA et le MI6, ont soutenu beaucoup d'autres personnes. En Pologne, par exemple, de nombreux autres nationalistes. Et Radio Free Europe, par exemple, a joué un rôle très important lors de l'insurrection de Budapest en 1956 ou du printemps de Prague en 1968. Ils ont donc inspiré les gens, ils ont inspiré le nationalisme, mais ils n'ont jamais été prêts à envoyer leurs troupes pour protéger ces personnes. Ce que nous observons aujourd'hui est une histoire très similaire. Les États-Unis utilisent les néo-nazis ukrainiens et l'extrême droite, comme la plupart des nationalistes, dans leur lutte contre la Russie, car ils savent que ces personnes ne sont pas prêtes à faire le moindre compromis avec la Russie. Ils sont prêts à payer le prix ultime. Beaucoup d'entre eux sont réellement prêts à sacrifier leur vie pour leur vision d'une Ukraine indépendante de la Russie. Et ils sont tellement fanatiques. Et cela est très avantageux pour les États-Unis, en fait, car ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni l'Allemagne, ni même la Pologne ne veulent envoyer leurs fils, leurs maris ou leurs frères à la guerre en Ukraine. Personne ne veut voir ses proches tués ou traqués par des drones russes.